bonjour, bonsoir, avec sourire. Nous sommes dans notre émission Questions de jeunes, une émission réservée, dédiée aux interrogations, aux questions que les jeunes, les adolescents et même certains enfants se posent. Vous avez ici votre frère ami, Dové Ameko, et je suis ici avec voilà, des beautés. Je vais commencer avec maman à ma côté. Maman, bonne arrivée. C'est maman Odilo Domé. Elle est initiatrice et animatrice principale de l'émission Vase d'honneur sur la radio. Voilà. Maman, bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Ça va. Je vous annonce déjà que la question d'aujourd'hui est un peu corsée. Tonton, bonne arrivée. Tonton Foufoune Tengue, responsable national, fabricant des joies. Eux, ils fabriquent des joies. Seulement, ils partagent des joies. Bonne arrivée, tonton. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va, merci. Les jeunes, ils vont bien? Ils se portent bien. D'accord. Notre demoiselle, ça va? Ça va. Super bien. Ça va bien. Pélagie, elle a été étudiante, maintenant elle est déjà employée. Donc nous sommes ensemble pour parler aujourd'hui de cette question qu'un jeune garçon nous a adressée. La question, la voici. Pourquoi ne suis-je pas un enfant normal et désiré? Pourquoi ne suis-je pas un enfant normal et désiré? Clairement, l'enfant se sent non désiré. Donc, il croit qu'il n'est pas normal. Il croit qu'il a un problème. Et il dit, pourquoi ne suis-je pas un enfant normal et désiré comme les autres? Voilà la question qui nous ressemble et nous espérons que dans les 18 minutes qui sont devant nous, nous allons pouvoir expliquer avec l'aide de nos invités de quoi il s'agit en réalité. Toute la profondeur de cette question. La première question va être adressée pas à tonton Foufoune, mais à Pélagie. Pélagie, qui on peut appeler normal? Selon moi, un enfant normal, c'est un enfant qui est issu de la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. Tant que tu es issu de cette fusion, c'est que tu es normal. Donc, un enfant normal, c'est un enfant qui est issu de l'accouplement entre un homme et une femme. Donc, tout le monde est normal, c'est ça? Tout le monde est normal. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas nés de cette façon-là. Tonton, il y en a, maman, il y en a. Non. Donc, je suis normal, alléluia. Mais donc, voilà, je suis normal. Tout être humain est normal. C'est ce que cela veut dire, tonton Foufoune. Oui, tant que tu as la vie en toi et tu es encore là, tu es normal. C'est parce que je souffre nécessairement, parce qu'on peut être né de cette union et avoir certains handicaps, soit physiques, mentaux ou psychologiques. Mais ce n'est pas parce que je souffre de ces handicaps que je ne suis pas normal. Alors là, plusieurs nous suivent et je pense qu'ils se posent des questions. Il y a des réalités qui sont là. Nous n'allons pas esquisser cela, nous n'allons pas faire comme cela n'existe pas. Et je voudrais en même temps que maman réagisse. Est-ce que véritablement, c'est de cette façon-là que nous voyons les choses aujourd'hui? Bon, hélas, ce n'est pas de cette façon que nous voyons les choses aujourd'hui. Oui, parce que ceux qui souffrent des handicaps ou bien d'infirmités motrices ou bien psychologiques, on les catégorise, on pense que eux, ils ne sont pas normaux. Voilà. Vous voulez dire? Oui, j'aimerais aussi ajouter, c'est vrai, on parle de handicap physique, mais ce n'est pas nécessairement seulement handicap physique. Certains enfants, ils sont... Il y a toutes sortes. Ils n'ont pas d'handicap. Non, pas d'handicap. Mais du fait que je ne suis pas selon ce que les amis ou les gens pensent que je suis. Alors, je suis un peu plus grosse, je suis un peu plus élancée, la taille, la forme, tout ça. Ça nous fait réfléchir parce qu'on dit non, toi tu es différent. En fait, le terme est ça. Tant que tu es différent des autres, on dit que tu n'es pas normal. Alors que... Il y a aussi le fait de ne pas être accepté du fait de sa condition sociale. Être marginalisé parce que toi, tu n'as pas les moyens comme les autres. Il y a Effectivement. Ça aussi. Il y a aussi la situation sociale. Tu es là, tu n'es pas comme les autres, tu ne t'habilles pas comme les autres,
Tu n'es pas dans le mouvement. Donc, voilà, tu te crois anormal, alors que tu es normal. Et puis, du fait aussi de ton comportement, les autres peuvent te marginaliser, peuvent t'exclure de leur groupe. Voilà. Parce que tu es différent. Oui. Exactement. Tu ne rentres pas dans le moule. Voilà. Exactement. OK. Bon, à ce stade, on peut tout simplement clore parce que tu n'es pas anormal, tu es normal. Mais la question en réalité, c'est que l'enfant se croit anormal, il se croit ne pas être normal parce qu'il se sent non désiré par ses parents biologiques, évidemment. C'est une situation très triste. Il se demande, parce que je ne suis pas désiré, je ne suis pas normal. Mais déjà, c'est possible que l'enfant puisse se tromper, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui peut amener l'enfant à se dire, je ne suis pas désiré? Ça t'est déjà arrivé? Effectivement. Ça t'est arrivé? Bon, on revient. Maman, qu'est-ce qui peut amener l'enfant à se dire, moi, je ne suis pas désiré? Oui, si par des actes, on démontre à cet enfant-là qu'il n'est pas le bienvenu, si on lui démontre qu'on n'a pas du temps pour lui, qu'on ne l'aime pas. Qu'on ne l'aime pas. Oui, cet enfant-là peut se sentir rejeté, ne pas être désiré. Parce qu'il trouve qu'il n'a pas sa place là-bas, on ne l'aime pas, on ne l'estime pas, on le rejette carrément. Et c'est ce sentiment qu'on lui injecte. Et à un moment donné, tu t'es senti non désiré. C'est délicat, tu voudrais qu'on en parle ici, là, maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait sentir cela? Un manque plutôt de considération. Non, ça là, c'est gros mot. Considération comment? De façon réelle, comment tu vis la chose? Bon, arrivé un moment, à un stade de ma vie, j'ai remarqué que mes parents n'étaient pas là pour moi. Quand j'avais besoin plus je ne les voyais pas. Mais j'ai des frères et sœurs à qui ils s'attachaient plus. Donc, je me disais, wow. Ils ne sont pas intéressés par moi. C'est à ce moment que j'ai commencé par remarquer ce rejet-là, si je peux le dire ainsi. Oh, c'est émouvant. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as remarqué cela? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ce que j'ai fait, en ce moment, j'essayais de tout faire pour leur plaire, pour qu'ils me remarquent, pour que je sois vue, pour juste leur dire, je suis là. Tu es là. Oui. Mais bon, vous ne me regardez pas. Vous ne me regardez pas. Je faisais tout pour qu'ils me remarquent, mais bon, c'était peine perdue. Wow. Qu'est-ce qui peut amener un parent, on ne va pas entrer dans, mais qu'est-ce qui peut amener un parent à être comme ça? Donc, je n'arrive pas à me l'expliquer. Oui, il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses qui peuvent arriver. Peut-être, par exemple, la maman a été violée, par exemple. N'attendait pas cette grossesse. Ça, tant que la maman ou bien les parents n'ont pas accepté la grossesse même, au début, ça crée en l'enfant déjà un sentiment de rejet. Ou, par exemple, on veut une fille, et voilà, on nous annonce que c'est un garçon, ou c'est le contraire. Ça, le fait que, ou bien, par exemple, on s'est marié, on veut vivre un peu notre vie, et puis tout rapidement, il pointe le nez. Il pointe le nez. Alors, ce découragement, ce sentiment que j'ai eu, parce que je ne m'attendais pas à ça, crée déjà dans ce fœtus un sentiment de rejet. Parce que quand on dit « je ne suis pas désiré », en fait, derrière, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet. Et ça va se poser dans les actes, comme Pélagie l'a dit tout à l'heure. Donc, soit on le met de côté, ou on ne me considère pas, parce qu'on me voit comme je suis une erreur, ou je suis le problème de ce qui leur arrive aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser un parent à réagir ainsi, mais seulement ils ne savent pas ce qui crée chez l'enfant ou l'ado. Maman, on excuse les parents ou on fait comment? On les comprend. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette situation?
Bon, quelque part, comme il a exposé, il faut aussi comprendre ces parents-là qui vivent ces situations parce qu'on ne maîtrise pas bien ce qui se passe chez ces parents et qui les amène à détester, comme on le dit, leurs enfants. Mais, étant adultes, étant déjà parents, nous devons alors faire un effort pour aimer cet enfant-là parce que l'enfant n'a pas demandé à venir. L'enfant est déjà là dans le foyer. Nous devons alors faire un effort pour résoudre ce problème, bien le problème qui nous anime, le problème qui nous amène à détester ces enfants-là. Faire un effort pour l'aimer. Sinon, ça va développer des séquelles dans la vie de cet enfant. Maman, je reste toujours avec vous. Vous avez dit l'enfant est déjà là. Oui. Et vous avez dit l'enfant est déjà dans le foyer. Oui. Mais il y en a qui n'ont pas de foyer. Je voudrais que vous reveniez aussi sur ça. Il y en a qui n'ont pas de foyer. Ils sont seuls avec leur enfant. Ils pensent que c'est l'enfant qui a gâché leur vie, qui a gâché leur avenir, leur ambition professionnelle. Comment on peut gérer ça? Bon, il y a aussi la société qui est là pour aider ce type d'enfants. Peut-être que les parents biologiques l'ont rejeté. Il y a des cas qu'on rencontre un peu partout, où un matin on se lève, on trouve un enfant sur le trottoir, un enfant qui a été rejeté déjà à sa naissance. Ou sur une vieille porte quelque part. Mais la société est là pour recueillir cet enfant-là, pour lui communiquer cet amour qui déjà manque à cet enfant à sa naissance. Tu vois? Donc je pense que, bon, peut-être que les parents ont failli à leur devoir par rapport aux problèmes qu'eux-mêmes ils ont, mais cet enfant peut être recueilli, peut être aimé, parce que Dieu, son Créateur, l'a déjà aimé. Et Dieu fera en sorte que cet enfant-là puisse trouver cet amour-là quelque part. Merci. Les bonnes volontés sont là. Nous allons aborder maintenant la question en deux phases. La première phase, c'est peut-être, je sais que tes parents sont toujours en vie, n'est-ce pas? Alléluia. Donc la première phase, voilà un enfant qui se sent non désiré, mais ses parents sont toujours en vie, il voit ses parents, il sait que les parents sont là. Comment cet enfant-là peut faire pour être guéri de ce sentiment? Oui, donc c'est tout à l'heure, tu es guéri, n'est-ce pas? Si tu n'es pas guéri, tu n'allais pas raconter. On vient. Exactement. Oui. Donc, elle peut raconter, mais pas avec les émotions de pleurs. Oui. À l'époque, si elle racontait ça, il y a toujours des émotions, ce n'est pas guéri. Effectivement. Donc, j'aimerais d'abord parler aux parents qui sont dans ces cas. C'est important parce que ton enfant ou ton ado ne sait pas ce que tu as vécu. Peut-être c'était un viol, tu ne savais pas, ou c'était une grossesse non désirée, ou tu attendais une fille. C'est bon de raconter l'histoire à ta fille. Ça te guérit, toi d'abord le parent, et l'enfant va te comprendre, et vous allez faire le chemin ensemble. Parce que le sentiment de rejet crée d'une manière ou d'une autre dans l'adolescence la rébellion, si ça n'a pas été traité, sous-estime de soi, c'est-à-dire je suis nul, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Oui, on va aller rapidement à cause du temps. Maintenant, comment est-ce que l'enfant peut arriver à sortir de ce sentiment? Oui. Là, la responsabilité du parent, elle va être déterminée. Mais maintenant, l'enfant vit la situation, ses parents sont là. Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Pélagie, là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir sortir véritablement de cette situation? Oui. Donc, c'est ça que je dis. Si je continue un peu, je reviens sur les enfants. Donc, il faut aussi, par exemple, moi, en tant qu'enfant, comprendre quelle est l'histoire. Pourquoi ça peut être l'impression aussi, hein. On a eu des enfants aussi, c'est l'impression. Ce n'est pas qu'ils ont été rejetés, mais quelques exemples. On dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. L'impression vient toujours de quelque chose. Oui, on peut se tromper aussi. Oui. Je vous dis exactement, parce qu'on a eu des cas des ados, dans ce cas, qui sont passés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces ados? On les a aidés à travailler sur eux-mêmes. Voilà. D'abord, à commencer à proclamer qu'ils sont des personnes normales, désirées par Dieu. En tout cas, si ton parent ne te désire pas, Dieu lui t'a désiré. Dieu t'a désiré. D'accord. Dieu t'accepte. Dieu te veut dans ce monde.
Dieu a un plan pour ta vie. D'accord. Et on les dit même, eux-mêmes n'ont qu'à continuer d'avoir croire à ces paroles et à commencer à proclamer. Et s'il y a occasion, on les envoie vers les parents pour discuter avec les parents. J'ai l'impression, il ne faut pas dire que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Non, j'ai l'impression que je ne suis pas considéré, j'ai l'impression que je suis rejeté, j'ai l'impression que peut-être les parents vont dire en fait, c'est une impression, pardonne-moi, ou ah oui, c'est ça le problème, etc., etc. Maman, je crois que vous avez quelque chose à dire là-bas. Bon, il faut dire que souvent, la communication entre enfants et parents ou bien ados ou jeunes et parents est un peu difficile. Certains enfants n'arrivent pas à communiquer. Quand on dit communiquer, c'est parler de ce qu'on ressent avec leurs parents. Ce serait difficile pour cet enfant d'approcher ses parents pour pouvoir en parler. Sinon, la meilleure solution, c'est la communication. Parler du problème. Parler, ça voudrait dire être écouté et être compris. Je crois qu'un tel dialogue peut vraiment aider les deux personnes. Donc, parler, je me sens non désiré par mes parents. Donc, je suis frustré en moi. Là, je suis dans la peau de cet enfant, de ce jeune. Je suis frustré, je suis déçu, j'en ai marre, je suis fatigué. D'où va me venir le courage d'aller vers ce parent-là et de parler avec lui, alors que je sens que, bon, voilà, Pélagie, qu'est-ce que tu as fait? Comme maman le disait, le courage là vient quand tu es fatigué de vivre cette situation, tu es là tout le temps, tu subis, tu te fâches, tu as des émotions que tu ne veux plus, mais qui continuent, qui reviennent souvent. C'est là que tu vas te dire, bon, je suis fatiguée, vaut mieux communiquer avec mes parents. Mais bon, avant de communiquer aussi, comme monsieur aussi l'a dit, il faut connaître l'histoire des parents, parce que quand tu connais l'histoire des parents, ça te permet de te mettre à leur place et de les comprendre et de les pardonner. Comment tu as fait pour connaître l'histoire de tes parents? Bon, c'est en leur demandant, en grandissant, bon, tu comprends que tu vas avec ta maman, bientôt papa, il t'explique, tu lui demandes. Juste, bon, pour mon cas, je suis allée vers mes parents, je leur ai posé la question, en discutant, ils m'ont expliqué et bon, j'ai compris. Et c'est partant de là que j'ai pu me mettre à leur place et je leur ai pardonné. Tu leur as pardonné. Et aussi, quand je parlais de rejet et tout ça, pour eux, ils ne savaient pas qu'ils me faisaient quelque chose. Waouh! Exactement. Donc, peut-être, comme le dit, c'est de parler avec quelqu'un. Peut-être si tu as peur de tes parents, si tes enfants ont peur, là, ça peut-être 2 semaines, on a eu un cas comme ça, on l'a encouragé. Et j'ai dit, si tu ne peux pas, on peut aller discuter avec tes parents. Elle a prié, elle dit, je vais aller. Elle est partie, les parents ont expliqué, non, je ne reconnais pas. Je ne pensais pas que ce que je faisais, ça te faisait mal. Voilà. Et ça a été réglé. Donc, parler avec quelqu'un de son sentiment de rejet, une personne de confiance, hein, parce que, attention aussi, tu peux tomber, être déçu plus que tes parents en choisissant une mauvaise personne à qui tu partages ton cœur. Oui. Effectivement, en allant, on peut avoir gain de cause, la situation peut être résolue. Ça peut s'empirer aussi, effectivement. Nous sommes pratiquement à la fin. Et maman, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire à l'endroit, surtout de ces enfants? Oui, comme on l'a déjà dit ici, nous disons à ces enfants que Dieu les aime. L'amour de Dieu est pour tout être humain, qu'ils se sentent estimés, valorisés par ce Dieu créateur, qu'ils se font l'amour divin. Je crois que ça va beaucoup les guérir. Voilà. Dieu t'aime. Même si tu penses que tes parents ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Pélagie, tu as vécu la chose. Tu t'en es bien sorti. Tu veux dire quoi à ces jeunes qui vivent peut-être la même situation? Bon, qu'est-ce que je peux dire à un jeune? Je vais juste lui dire, premièrement, personne, tu sais, ne t'aimera plus que toi-même. Donc, aime-toi, développe cet amour pour toi et
sache aussi que Dieu t'aime. Dieu, il nous aime plus que nous nous aimons. Donc, c'est le plus important. Et sache aussi que même si, bon, tes parents, tu penses qu'ils ne t'aiment pas, d'un côté, ils t'aiment aussi. Donc, aime-toi et tes parents aussi t'aiment. Et Dieu t'aime plus que tout. Merci. Merci Pélagie, ça va leur faire du bien. J'entends un mot. Oui, moi, mon dernier mot pour les ados et les jeunes qui vivent ces situations de rejet ou parce qu'ils ne sont pas désirés. Je vais parler par exemple de David qui a réagi autrement. Et dans cette situation, rejeté par son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le secours auprès de Dieu. Jephthé, par exemple, rejeté par sa communauté. Ah, je sais qu'on ne va pas finir avec les exemples. Non, je donne les exemples. Oui, nous sommes à la fin et je peux vous dire que vous êtes libre de nous approcher, de nous contacter. Nous sommes là. Et aussi en matière de médiation avec les parents, n'hésitez pas à GoLesis pour ça. Nous avons les personnes ressources avec nous et vous n'êtes pas seul dans votre situation. Oui. Nous sommes avec vous, mais plus encore, Dieu est avec vous. Exactement. Alors, au revoir et à la prochaine. Restez branchés. Bye bye.